Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais 2 questions en fait par rapport à la demande. Les projections que vous présentez là, c'est à quand on regarde la courbe de demande résiduelle, on plafonne toujours à peu près à 50 gigawatts. Donc c'est à ISO-demande ou ça inclut des projections, par exemple, où l'industrie commencerait à électrifier un certain nombre d'usages? Si vous regardez les courbes bleues, ce n'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la réponse à votre question, elle est là. La courbe de demande, elle évolue en niveau. Mais après, comme je soustrais la moyenne de l'éolien et la moyenne du photovoltaïque, vous voyez que les courbes vertes, notamment en moyenne, c'est elles qui viennent lisser en fait, hein. Une partie de la hausse moyenne de la consommation est directement absorbée par la moyenne de l'éolien. Et Donc, c'est vrai c'est-à-dire en que valeur moyenne, c'est pas vrai chaque jour, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en valeur moyenne, ça semble assez vrai. donc si on électrifie davantage certains usages industriels, par exemple, où il y a un gros vecteur d'amélioration, c'est juste une translation vers le haut des courbes que ça donnera, mais ça ne va Ah pas oui, je vous ai changer montré, fondamentalement. j'essaie de revenir en arrière, mais je vous ai montré la Ouais, forme de l'industrie, c'est ça, hein. ouais. Alors après, on peut moduler un petit peu. Il y a quelques industries manufacturières qui ne font pas aller trop vite, etc. Mais en gros, la forme du secteur industriel, vu de la consommation d'électricité aujourd'hui, ça peut changer un peu, mais à la base, c'est ça. Donc, c'est effectivement une translation de la courbe vers le haut ou vers le bas. Et la deuxième question, elle est très rapide, c'est en fait quand on parle de flexibilité, du coup, on parle plutôt de modulation de la demande résiduelle et on ne parle pas forcément de stockage ou de capacité de stock complémentaire, ou c'est peut-être un sujet sur lequel vous allez venir après. Oui, oui, je vais y venir. Moi, je pousse beaucoup à la flexibilité de consommation comme premier axe. D'accord. C'est-à-dire que si je ne connais pas, si vous êtes un peu technicien de l'énergie, en général, on parle de merit order des centrales. C'est-à-dire on démarre d'abord les centrales les moins chères, puis les plus chères. Bah, moi, je dis dans le merit order des flexibilités, le moins cher et le plus rapide à développer, c'est de déplacer de la consommation. Ça ne coûte rien, c'est même au bénéfice du client, puisque normalement, il a un prix moins cher, donc il y gagne. Alors que mettre du stockage, ben, ça marche aussi. C'est à peu près le même service. Il y a un an ou deux, j'aurais dit attention à la durée parce que les stockages, jusque-là, c'était 1 heure, mais maintenant, il y a du 2 heures, il y a du 4 heures qui se développe. Donc, on voit bien que nos pointes courtes, enfin, j'insiste là-dessus, c'est un très grand changement. Pour ceux qui connaissent les tarifs tempo JP qui existaient par le passé, un jour froid, il fallait s'effacer 16 heures de suite pour qu'il y ait un effet, puisqu'on s'attaquait à la courbe bleue. La courbe bleue, elle a un petit creux l'après-midi, mais pas beaucoup. Donc, si vous êtes en situation de pointe compliquée à ne pas pouvoir alimenter toute la courbe bleue, bah, c'est un peu toute la journée que vous êtes planté de 6 heures à 22 heures. Là, maintenant, c'est la courbe rouge. Donc, même un jour d'alerte éco-watt, allons-y, si on avait une crise, on aurait sûrement une crise quelques heures le matin, quelques heures le soir. Et si ce n'est pas une crise et qu'on démarre des moyens très très chers, ben, ce sera quelques heures le matin, quelques heures le soir. Autrement dit, le stockage, pour sa valeur dès qu'il fait 2 ou 4 heures. S'il stocke en milieu de journée pendant 2 ou 4 heures et puis qu'il délivre l'électricité le soir, c'est bon, il délivre sa valeur. Donc ça marche, c'est très bien. Simplement, moi, il me semble, mais je le soumets au débat, il me semble que c'est plus cher parce qu'il y a de l'investissement. Il y a un sujet de temps de raccordement au réseau parce que c'est pas si simple. Il y a un effet matière parce que c'est pas totalement neutre en métaux, en produits différents, ça dépend de la technologie, mais entre le lithium, le cobalt, il y en a un peu moins. Enfin, voilà, il y a quand même un effet matière, recyclage, traitement de tout ça. Alors que déplacer de la conso, que ce soit bien charger son véhicule électrique au bon moment, ou son eau chaude, ou moduler son chauffage, bah, c'est gratuit, mais je dirais même que ça rapporte. Il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas d'effet autre que de bien utiliser les énergies décarbonées. Donc, d'un point de vue global, économique, nous, côté RTE, en tant que service public, c'est comme ça qu'on fait les études, hein. On fait du technico-économique, social, en termes d'acceptabilité, et puis de plus en plus un effet ressources-matières aussi, parce qu'on voit bien que c'est important. Bah, sur l'ensemble des critères, j'ai tendance à privilégier de décaler la consommation plutôt que de mettre des batteries. Merci Pour une beaucoup. image que j'utilise parfois, ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas de batterie, hein, c'est pas que je suis contre, c'est juste que je veux les utiliser de façon intelligente. Je trouverais dommage d'utiliser des batteries à 14 heures pour stocker l'électricité, surtout qu'elle est produite souvent en basse tension, il faut la remonter sur les réseaux. On perd 10% quand même à l'aller-retour sur la batterie, entre charge et décharge. Et tout ça pour recharger les petites batteries des voitures le soir. Il y a un moment où je trouve que ce n'est pas la bonne façon d'utiliser l'électricité.
Donc, puisqu'on est dans une logique un peu de sobriété, Karim disait de se rapprocher de la consommation utile. Ben là, on voit bien qu'on n'est pas totalement à l'optimum de la consommation utile par rapport à si on peut. Si on ne peut pas décaler, on ne décale pas. Mais si on peut directement décaler, c'est quand même plus simple et plus efficace et une bonne utilisation de l'énergie décarbonée disponible. Sébastien? Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ma réflexion à la lecture de ces graphiques, je me demande en fait pourquoi on investit dans le solaire, clairement. Je ne veux pas préempter les sujets de flexibilité de la demande et je ne connais pas quels sont les volumes associés et en quoi ça peut assurer justement cette variabilité, cette modularité dont on a besoin, qu'on voit sur la courbe rouge. Mais c'est se demander pourquoi on investit autant dans le solaire quand on voit les flexibilités que ça demande à gérer sur le réseau derrière, puisque c'est ça quand même qui provoque finalement cette grosse modularité en pleine journée. Et d'autant plus si nos voisins européens font finalement la même chose. Enfin, je me demande où va aller cette électricité, si tant est que les volumes de flexibilité ne seraient pas au rendez-vous. Alors, je préempte peut-être un peu sur la suite de la présentation, mais Non, mais c'est bien, c'est bien. On avait une base nucléaire qui était capable de faire quand même un petit peu de modularité. C'est une bonne question. Je me demande voilà, si on ne noie pas un peu le poisson, si on ne met pas un peu sous le tapis un défaut dans la stratégie énergétique de la France qui a été faite sur les 10, 20, 30 dernières années, et qu'on paye aujourd'hui un peu le prix, puisqu'on n'a plus trop le choix finalement. Quand on voit le rythme nécessaire pour le nouveau nucléaire, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'investir dans les énergies renouvelables intermittentes. Et je passe évidemment les questions d'approvisionnement, la criticité des matériaux sur le photovoltaïque, le fait que ce soit quand même produit en Chine. Voilà, bon, c'est un peu toutes ces questions-là. Merci. Oui, je vois bien l'ensemble de vos questions. Moi, je suis devenu plus pragmatique que théologique, mais pour le dire quand même, on est plusieurs, je pense, autour de cette conférence, à passer beaucoup de temps à chercher comment décarboner l'économie. Ça passe par les usages, ça passe aussi par le fait de disposer d'électricité décarbonée ou d'autres sources d'énergie décarbonée. Hein. Il y a des biogaz et d'autres choses, et c'est très bien aussi. Moi, je renonçais à opposer solaire et nucléaire. Je sais que c'est une tendance française, mais on l'a dit au début, l'électricité, c'est 25% de la consommation et il reste 60% de consommation de produits fossiles. Donc moi, mon sujet, et globalement, ça on prend RTE, c'est pas d'opposer les sources d'électricité entre elles, puisque l'électricité, elle est décarbonée, elle est sur le territoire national, donc on peut discuter de l'origine des panneaux, mais dans la valeur ajoutée d'un parc, sa maintenance, etc., sur la valeur ajoutée en cycle de vie du parc, le panneau, finalement, c'est pas si énorme. Donc, tout a des inconvénients. Enfin, moi, dans la vie, j'ai encore jamais croisé, je commence à avoir un certain âge, malheureusement, et j'ai encore jamais rien croisé, que ce soit à titre personnel ou professionnel, qui n'ait pas des inconvénients en face des avantages. Donc, vous voyez, la courbe bleue, elle a un creux aussi. On a développé plein de nucléaires et la nuit, on était bien embêté avec nos nucléaires. On a inventé des chauffe-eau, des tarifs, des trucs compliqués pour gérer la flexibilité, déjà il y a 50 ans. Donc, moi, ce que je veux éviter, en tout cas, c'est un discours qui supposerait qu'aujourd'hui, tout est plat, tout est simple, etc. Et que là, demain, il faut gérer la flexibilité. Ben non, on gère la flexibilité depuis 100 ans, quoi, depuis l'électricité, même plus de 100 ans maintenant. Je ne sais pas si vous imaginez si c'était totalement simple au début où l'électricité c'était la houille blanche, c'était que l'hydraulique, alimenter les villes c'était compliqué, faire marcher un système synchrone c'était très compliqué, mais le parc nucléaire c'est très très compliqué. Hein. On a des tas de procédures spéciales pour alimenter en cas d'incident dans le réseau. C'est pas simple le nucléaire. Je suis pas contre, hein, ne nous méprenons pas. Je dis pas l'un est meilleur que l'autre. Je dis arrêtons ce débat français d'opposer les énergies décarbonées entre elles, alors que l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a 60% d'énergie fossile qui, elle, ne vient pas du tout de France, qui coûte entre 60 et 120 milliards d'euros par an à la balance commerciale française, c'est-à-dire à peu près la totalité du déficit commercial français.
qui polluent évidemment en CO2, qui polluent y compris en ville, les NOx, etc. Enfin, vous voyez bien les progrès de pollution dans certaines villes, en Chine, ailleurs, etc., ce qu'ils ont pu faire en se passant du fossile. Donc, il y a un moment où je pense que dans ce débat, certes, il y a des inconvénients, il y a des choses à gérer. Nous, c'est notre métier de gérer ce genre de complexité, donc ça ne fait pas plus peur qu'autre chose. On pense qu'il y a des façons plus intelligentes que d'autres de le traiter. C'est pour ça qu'on intervient dans le débat pour dire qu'il nous semble quand même que la façon la plus raisonnable collectivement de le prendre, c'est ça. Mais honnêtement, sur ce sujet-là, moi, des sources de décarbonation, moi, le problème, c'est le climat, quoi, hein. C'est le climat, c'est la pollution des villes, etc. Donc, on se passe du fossile, après, on discutera de si notre mix est optimal ou pas. Mais je suis vraiment dans une logique de prenons toutes les énergies décarbonées. J'adore l'éolien offshore. Le PV, je n'avais pas prévu que ça arrive. Il y a 3 ans, on m'aurait demandé, je vous aurais dit non, je ne crois pas tant que ça, surtout en France et tout. Ça arrive, mais tant mieux, ça nous fait une source d'énergie décarbonée. Honnêtement, utiliser une énergie décarbonée en pleine journée, quand on est éveillé, quand on a nos activités, c'est quand même pas le plus compliqué du monde, normalement. Par rapport à ne pas couper des centrales nucléaires la nuit, quand on a quand même fait 60 gigawatts de centrales nucléaires, on n'avait pas la conso qui allait en face. À l'époque, on a inventé le chauffage électrique. Je veux dire, on peut discuter beaucoup de chauffage électrique par radiateur qui a été créé dans les années 70, c'était pas idéal non plus, etc. Donc, on a toujours cherché à adapter des choses, hein, quand même, et la France est plutôt pionnière là-dedans. Je suis un peu long, mais pour dire que moi, ma posture, c'est vraiment d'utiliser au maximum toutes les énergies décarbonées. Moi, ce qui me fait deuil, c'est quand on en jette. Donc, effectivement, quand on les coupe l'après-midi, je trouve ça dommage, alors qu'on pourrait l'utiliser pour justement faire une consommation plus intelligente. Voilà, j'ai été un peu long, pardon, mais j'espère que j'ai été clair, mais vraiment arrêtons ces débats opposés. Est-ce que je préfère le vent, le soleil ou le nucléaire? Les trois sont décarbonés, et l'eau, hein. Les quatre sont décarbonés, sont super. Il y a quelques autres décarbonés qui sont très bien aussi, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut être sérieux, ça doit être notre seul critère. Oui, excusez-moi, Urban, je je pense à toi, mais attends, parce que il y a eu d'autres questions là. Je reviendrai vers toi ensuite. je Marie? voulais juste clarifier, Oui. je voulais pas opposer le nucléaire et Non, je le ne sais pas, c'est photovoltaïque. Je pas parlais forcément vraiment pour de vous, mais on a choix, tellement lu là-dessus. de choix Mais en tout cas, stratégique, pourquoi on fait absolument. du solaire? Mais faisons-en le maximum. Aujourd'hui, soyons pragmatiques, on a bien les questions d'acceptabilité des uns des autres. Donc, faisons tout l'éolien qu'on peut, faisons tout le solaire Oui, qu'on bien peut, sûr. faisons tout l'hydraulique qu'on peut, et faisons du nucléaire si on peut de façon sûre dans notre pays. Mais ce ne sera pas le cas partout dans le monde. Donc, de toute façon, apprendre à faire fonctionner le système électrique, c'est ce que disait Karine, partout dans le monde. L'Australie méridionale est en train de tester des 70-80% à base de PV plus éolien, ils vont y arriver. On va y arriver. Enfin, moi, pour le coup, j'ai piloté de la R&D pendant des années. J'ai toujours combattu ceux qui disaient ah mais non, on peut pas parce que ça marchait pas comme ça. Je veux dire, on gère pas de la R&D pour ne pas inventer des choses. Moi, je connais trop l'histoire de l'électricité je suis tellement admiratif de ceux qui ont inventé le système électrique il y a 100 ans que ce qu'on a à faire là, franchement, c'est très facile par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, le plus compliqué, c'est d'être collectivement intelligent. Non, c'est vrai, je suis sérieux parce qu'il y a plein d'acteurs, il y a plein d'intérêts et porter un discours un peu rationnel au milieu de tout ça, c'est devenu compliqué, mais modestement, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais on ne prend pas parti, mais franchement, le solaire, si ça marche, c'est très bien. Après, il y a des questions sûrement de recyclage, mais on voit que les panneaux qui ont été installés il y a 30 ans, ils sont toujours là. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur le recyclage, sur plein de choses, je ne les nie pas. Mais le nucléaire, c'est pas simple non plus, quoi. Ça se démantèle pas non plus. Il y a des déchets, il y a d'autres choses. Et c'est très bien aussi le nucléaire, hein, je ne dis pas. Mais franchement, l'ennemi aujourd'hui, c'est le fuel, c'est le pétrole, c'est le gaz, quoi. Marie, vas-y, c'est à toi. Oui, ma question complète un peu d'ailleurs sur le sujet que vous venez d'aborder. C'est donc là, les plans de développement nucléaire sont assez ambitieux. Donc, au vu des courbes, je me disais, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pour la sécurité réseau? Est-ce que c'est des technologies qui vont être justement plus flexibles sur les nouveaux EPR ou les petits développés? Voilà, je me posais juste la question au vu des courbes qui sont quand même assez impressionnantes là de visuel. Merci. Merci pour cette question. Je rappelle qu'à l'horizon de ces courbes-là, il n'y aura pas un seul EPR
ni un seul SMR sur le réseau français. Enfin, il y aura le PR Fervent L3 qui est en train d'être mis en service, j'espère qu'il va fonctionner, mais il n'y aura pas les nouveaux. Donc, de toute façon, il va falloir faire sans cela. Donc, la question, c'est plutôt aujourd'hui, on a 56 tranches anciennes. C'est plutôt jusqu'à quand elles vont rester flexibles. Est-ce que ça leur pose des questions de vieillissement? Est-ce qu'il y a des surcoûts pour l'opérateur? Est-ce qu'elles n'ont pas forcément été conçues pour moduler comme ça tous les jours autant? Est-ce qu'elles peuvent en faire plus si on investit dessus? C'est plutôt quand même sur les tranches actuelles, puisqu'il y en a 56, plutôt que sur les 6 nouvelles qui vont commencer à arriver à partir de 2040. Et ça, c'est plutôt un sujet pour 2050-60. Et honnêtement, en 2050-60, c'est-à-dire dans 30-40 ans, on verra, mais vu les développements et la baisse des coûts sur le photovoltaïque aujourd'hui. À la hausse, voit aussi la baisse quand elle se matérialise. Et puis, vous savez, on a cet enjeu climatique qui est énorme. Et pour répondre à cet enjeu climatique, c'est moins d'énergie fossile, moins d'énergie fossile. Oui, du coup, je me posais la question sur la pertinence du développement de ces EPR, puisque finalement, ils vont arriver assez tard et on aura peut-être déjà adapté le système électrique à une autre flexibilité. Oui, mais enfin, la nuit, on ne va pas l'alimenter avec du solaire non plus. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je suis pour qu'on utilise au maximum les énergies disponibles. On n'aura pas tout ce qu'il faut pour alimenter la courbe rouge la nuit sans nucléaire, sauf à développer, alors là, pour le coup, beaucoup d'éolien. Et puis là, pour le coup, si on se lançait là-dedans, il faut avoir des moyens de backup un peu, parce qu'il n'y a pas toujours du vent, etc. Aujourd'hui, notre backup, notre flexibilité, c'est le nucléaire. Il n'en faut pas forcément les 56 réacteurs qu'on a aujourd'hui, mais si vous voulez, le débat sur les 14, les 6 plus 8 qui peuvent être lancés, c'est plutôt le débat du renouvellement d'un certain nombre de réacteurs qui atteindront 60, 70 ans, peut-être qu'ils seront prolongés, peut-être pas. Mais de toute façon, sur la durée de vie des nouveaux EPR, ils vont essentiellement servir à remplacer les anciens réacteurs. Donc, ça n'empêche pas de s'adapter pour gérer ce type de flexibilité-là. Merci. Urban? Oui, d'abord, je suis abonné Tempo et j'ai fait un calcul ce matin. Mes kilowattheures m'ont coûté sur les 12 derniers mois environ 1 000 €. Et si j'étais à l'abonnement bleu, heure creuse, heure pleine, ça m'aurait coûté 1 400 €. Donc ça, je m'étonne que Tempo ne soit pas beaucoup plus connu et appliqué. Bon, quand je vois la courbe du solaire telle qu'elle est sur vos graphiques, j'ai tendance à me reposer un petit peu la même question que l'autre intervenant, à savoir pourquoi développer autant de solaire, puisque en fait il va poser des problèmes par ailleurs de régulation. Et du coup, je me pose la question, est-ce que l'on a chiffré ce que coûterait de transformer cette courbe en gros en sinusoïde en une sorte de trapèze qui serait un lissage dans la journée de la puissance. Alors le problème, c'est qu'il faut s'appuyer sur la puissance de la veille pour démarrer le matin. Bon, mais donc ça, c'est un premier calcul. Deuxièmement, sur vos graphiques, vous faites apparaître l'éolien avec une stabilité qui n'a, à mon avis, rien à voir avec la réalité du terrain. À savoir que l'éolien, même sur plusieurs jours en moyenne, fluctue dans des proportions qui sont de l'ordre de 100 à 20, et donc votre courbe, qui est une horizontale parfaite, ne donne pas l'idée du tout du complément qu'il faut amener quand il y a des fluctuations bien moins prévisibles que celles du solaire que vous avez effectivement mentionnées. Donc, j'en reviens toujours à la question qui est comment on chiffre et comment on assure que les moyens intermittents sont au moins un peu pilotables. Donc, quels sont les moyens de stockage que l'on peut être amené à développer? Quel est leur coût? Et du coup, on arrive à une autre question qui est le coût marginal, c'est bien joli,
Mais ce qui compte dans les choix stratégiques à 30, 40, 50 ans, c'est les coûts qui vont faire qu'on va installer des moyens de production qui seront là à des moments où il y a surabondance de biens, mais aussi à des moments où ça va être près du blackout. Et là, il n'y a plus de prix pour les kilowattheures. Donc, ma question est-ce qu'il y a des études économiques qui s'efforcent de chiffrer ce que vaut le kilowattheure, le mégawattheure pilotable pour la société et le mégawattheure que j'appelle subi, qui défend de la nature? Oui, j'entends bien votre question. RTE a répondu de très nombreuses fois à cette question. Pour nous, il n'y a pas de coût par filière. Il y a des coûts de système électrique global avec des mix différents. C'est ce qui a été fait dans l'étude Futur énergétique 2050. Je vous invite à vous plonger dedans, parce que pour le coup, il y a plus de 1000 pages d'analyse technico-économique détaillée et reconnue par l'ensemble des communautés comme étant un travail de référence. Donc, c'est sûrement pas parfait, mais c'est quand même une tentative honorable. Non. Vous permettez il y a 6 scénarios, il y a 6 scénarios et on chiffre les coûts sur les 6 scénarios, parce que la flexibilité liée à un élément, ça ne veut rien dire. C'est plonger dans un environnement qu'on voit comment les différents éléments se rendent utiles les uns aux autres ou pas du tout. Alors après, pour répondre à votre question sur les courbes, évidemment, je l'ai bien dit, c'est des moyennes. Ce que je vous ai présenté là, c'est des moyennes annuelles, et donc la courbe du vent, elle est très stable parce que c'est la moyenne annuelle. Bien sûr qu'elle varie, je l'ai dit, je l'ai montré avant. Donc là, je vous parle d'évolution en moyenne. On va parler après d'évolution plus dynamique. Je veux attirer l'attention de tout le monde parce qu'en général, quand on parle de flexibilité, les gens me disent « Ah, c'est proche du temps réel, RTE va envoyer un signal, il va nous prévenir qu'il y a un problème. » Non. L'essentiel des flexibilités dont on a besoin sur le système électrique, ce sont celles dont vous parlez, pour gérer les thèmes d'intermittence, mais ce sont pour l'essentiel des choses prévisibles à l'avance. Certaines sont prévisibles de façon structurelle, comme celle-ci, et j'ai passé du temps à le souligner, on va parler des autres après. D'autres sont prévisibles plutôt la veille pour le lendemain ou quelques heures avant, mais cette intermittence, elle est quand même prévisible à l'avance. Ça ne veut pas dire, vous avez raison, qu'il y a des nuits sans vent, et les nuits sans vent, il faut avoir des moyens qui fonctionnent à autre chose, que ce soit du nucléaire, de l'eau ou du thermique s'il le faut. Et c'est bien l'exercice qu'on met dans les bilans prévisionnels. Donc nous, le document de référence, je l'ai cité, vous pouvez le trouver sur le site de RTE, c'est le bilan prévisionnel publié en septembre 2023, auquel nous avons ajouté cet été un chapitre, il y a eu plusieurs chapitres, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder le chapitre 6, qui s'appelle « Équilibre offre-demande et flexibilité », et qui fait des analyses technico-économiques très détaillées sur différents bouquets de flexibilité nécessaires ou pas, suivant différentes hypothèses pour 2030 et 2035. Et dans ce chapitre, RTE montre que le déplacement de consommation dont on va parler n'est pas la seule solution, mais c'est bien un levier très peu cher, qui fait gagner à peu près 1 milliard par an, au bénéfice des consommateurs. Et donc, comme il est souvent oublié, moi j'attire l'attention dessus, de façon à ce qu'on lance ce débat-là. J'ai eu l'occasion de le faire au Sénat, je le fais dans différents cercles professionnels et j'ai plaisir à le faire ce soir. Yannick, il te reste. Elle fait combien de pages la présentation? J'ai oublié. Oh, plein, tant que tu veux, je vais faire ça. Donc, du coup, on va essayer d'avancer un peu, il ne reste plus qu'une demi-heure. J'avance un peu. Ce schéma, il est un peu conceptuel, mais il est important. Parce que justement, on propose, c'est un schéma que j'ai proposé, de décomposer les types de flexibilité en 4, suivant cette échelle de temps. Donc, on a beaucoup parlé de ce que j'appelle le structurel et le régulier, qui vaut pour la consommation, mais qui vaut déjà sur l'arrêt des centrales de production, sur un certain nombre de choses. Et donc, ça se gère sur les marchés à terme, parce que c'est des choses qui sont prévisibles longtemps à l'avance. On sait très bien que dans 3 ans, il y aura plus de soleil à 14h qu'à 8h du matin. Ça ne veut pas dire que, même si je ne l'ai pas détaillé en courbe, etc., on n'a pas besoin de tout ce qui est flexibilité dynamique au sens de la veille pour le lendemain, comme votre abonnement Tempo, monsieur. La différence, c'est que moi, j'aimerais que Tempo, au lieu d'être un arrêt du rouge, heure pleine de 6h à 22h, j'aimerais que ce soit
du rouge de 7h à 10h, 11h en heure pleine, puis des heures creuses le milieu de journée, puis des heures pleines le soir. Mais voilà, ça c'est une modernisation de tempo qu'on obtiendra peut-être. Mais tempo, c'est parfait, au sens où c'est un tarif, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où la veille pour le lendemain, on vous dit quelle est la couleur du jour. C'est-à-dire c'est une incitation à moins consommer. Typiquement, un jour où il y aurait beaucoup de vent, ce serait pas cher. Et puis les jours où il n'y a pas de vent, on vous dirait demain, c'est quand même plus difficile. Historiquement, ce n'était pas basé sur le vent, c'était basé sur le froid, sur la température. Mais vous voyez bien qu'on gère de la flexibilité depuis 50 ans. On a développé en France le chauffage électrique. On est le pays du monde, quasiment, au moins d'Europe, qui a la consommation la plus thermosensible, la plus liée au froid, avec le plus de pointes quand il fait froid. Et on gère ça sans grande difficulté. On fait attention, mais on gère ça sans grande difficulté majeure depuis 50 ans. On s'est habitué à ça. On a construit des moyens de pointe, on a construit plein de choses pour gérer cette flexibilité-là. Donc, il faut qu'on sache gérer les flexibilités nouvelles, comme on a su le faire sur celles du passé. C'est pas plus simple de gérer le froid et les vagues de froid que de gérer les périodes de vent ou sans vent. C'est pareil, il faut des moyens de backup, il faut bien les dimensionner. On n'a jamais dit le contraire. J'insiste sur le fait que tout ça, ça se règle dans les marchés. C'est-à-dire, c'est pas RTE qui dit « Ah, la veille pour le lendemain, c'est compliqué, machin, tout ça ». Il y a des marchés, il y a des prix, et donc les acteurs, ils voient très bien si ça va être cher demain, moins cher, ils peuvent faire cette optimisation. Et puis après, il y a ce que j'appelle les flexibilités d'équilibrage, et souvent, c'était ça qui était, le sujet de flexibilité se résumait à ça, c'était le mécanisme d'ajustement, les services systèmes, et là, effectivement, RTE achète, là c'est RTE qui opère, qui achète des réserves. Notre travail à nous, c'est de gérer les écarts qui arrivent entre 1 heure et le temps réel. Donc, par exemple, à 11 heures du matin, les acteurs arrêtent d'agir pour l'heure entre midi et 13 heures. C'est RTE qui prend la main et nous, on est entre 11 heures et midi aujourd'hui pour regarder ce qui va se passer de midi à 13 heures. Et donc, on a 1 heure pour corriger des choses si on voit des écarts. C'est comme ça que ça marche. Mais sur l'heure de midi à 13 heures, savoir s'il y a de la consommation démarrée, si vous avez telle centrale démarrée, si le nucléaire a modulé, s'il a fallu couper du PV ou pas, c'est pas RTE qui le décide à midi moins 5. Ça a été décidé au marché spot la veille, revu en infrajournalier, et nous, on récupère une situation à 11 heures du matin où le dispatcher dans sa salle de conduite, il regarde et il dit voilà l'état, voilà la fréquence, voilà ce qui est prévu. Et il est là pour réagir essentiellement à des aléas. C'est-à-dire, si une centrale tombe en panne, ça arrive, on a un problème sur une ligne, il se passe un truc, tac, tac, on a acheté des réserves à l'avance pour pouvoir réagir pour un certain volume qui est le volume d'aléas auquel on peut s'attendre dans 1 heure. Mais dans 1 heure, on n'a pas une variation du vent de 0 à 100. Ça peut arriver d'un jour sur l'autre. Monsieur qui disait ça tout à l'heure, c'est tout à fait vrai, bien sûr, il y a des jours sans vent et des jours avec vent. Il peut y avoir du vent le matin, pas le soir, mais on a quand même des prévisions météo. Donc, c'est rare que le vent se lève totalement et que vraiment la météo ne l'ait pas vu. Donc, on a des petits problèmes d'écart, ça se voit dans différents pays, etc. Des fois, il y a des prix très élevés, mais sur des tout petits volumes, sur la dentelle, pour le coup, Karim qui parlait de dentelle, c'est vraiment cette logique-là, c'est que les grands blocs, on les voit longtemps à l'avance. Il y a des petits blocs qu'on voit la veille, 2 jours avant, quelques heures avant. Et puis, il y a la micro-dentelle qu'on va gérer. Et nous, on va tout faire, et pour le coup, dans mes nouvelles fonctions, je suis chargé de ça, on est vraiment aligné pour tout faire, pour n'avoir à gérer que la micro-dentelle, parce que c'est le sens de l'ouverture des marchés. En plus, c'est aux acteurs de marché de s'équilibrer sur base d'un signal de prix, de réagir aux signaux de prix s'ils voient que 3 heures avant, ils sont courts, ils sont longs, etc. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et puis, j'ajoute une 4e type de flexibilité, mais avec un pointillé pour dire que ce n'est pas le fonctionnement normal du système, c'est l'airbag du système électrique, c'est les alertes EcoWatt qu'on a développées il y a 2 ans. On va les garder, on va développer ça, c'est-à-dire la capacité où, en cas de grand problème, si le reste n'a pas suffi et que vraiment on n'a pas assez de production face à la conso, on fera des appels spéciaux pour baisser ponctuellement, quelques heures, mais baisser ponctuellement la conso pour éviter d'avoir à mettre des villes dans le noir comme on a failli le faire en 2022. C'est l'airbag du système électrique. L'airbag, ça se garde, ça se travaille. Il vaut mieux éviter les incidents dessus, vous avez vu chez les PSA. Mais le but de l'airbag, moi, dans ma voiture, c'est je suis content d'en avoir un, mais je n'ai pas envie de le voir, je n'ai pas envie de m'en servir.
Donc, les alertes EcoWatt, ce n'est pas des flexibilités normales, c'est du truc de sauvegarde. Ben oui, ce jour-là, on demande un effort, c'est pour éviter de mettre des vides dans le noir, ça vaut le coup, je crois. Mais les vrais flex, c'est du régulier, j'ai beaucoup insisté dessus, peut-être à tort, mais il y a beaucoup de dynamique autour du vent et de la température. Donc, on gère en dynamique la température depuis longtemps, Tempo en est la preuve. Il faut qu'on adapte tout ça au vent aussi. Et puis de l'équilibrage, mais ça, c'est le boulot de RTE, de gérer près du temps réel, de reprendre la main, parce qu'il y a un moment où, quand on est très près du temps réel, il vaut mieux qu'il y ait un seul opérateur pour assurer la cohérence des actions. Ça vaut, ce que je viens de vous dire, ça vaut pour des flexibilités à activer auprès de tout type d'acteurs. Donc, ça peut être de la conso, mais ça peut être des batteries, ça peut être des steps. Vous savez, les steps, c'est ces réservoirs hydrauliques avec deux lacs, donc où on peut à la fois pomper et turbiner. Ça vaut pour des énergies renouvelables, ça vaut pour la production pilotable, qu'elle soit nucléaire ou thermique, on espère décarboner à terme. Donc ça, c'est un schéma de principe qui est peut-être un peu compliqué, mais qui est important. Et je finis, je vais répondre à la question pour bien dire qu'au milieu, j'ai mis un pavé bleu décroissant pour dire que les volumes, là où on veut des gigawatts, quand RTE dit en 2050 il y aura besoin de 60 gigawatts de flexibilité, j'ai fait ce schéma, je ne l'ai pas fait en un jour, j'avoue, on y a travaillé, on y a réfléchi, mais parce que un jour, quelqu'un m'a dit, mais alors, M. Jacquemart, quand est-ce que RTE lance son marché de flexibilité de 60 gigawatts? Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un malentendu. Ce jour-là ne va jamais arriver. Nous, on ne va jamais lancer un marché de flexibilité en plus des marchés d'énergie. La flexibilité, c'est de l'écart d'une heure sur l'autre sur les marchés d'énergie. Il n'y aura pas de marché de flex. Donc, et encore moins de 60 gigawatts. Nous, on n'a pas vocation à gérer tout le parc français. Ça, moi, je l'ai fait il y a 25 ans. J'ai été tarificateur chez EDF en monopole. Je sais faire, mais ce n'est pas les règles du jeu du marché aujourd'hui. Donc, RTE, ce n'est pas le EDF d'il y a 25 ans. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et donc, l'essentiel des volumes, c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur le régulier. Hein, ce n'est pas pour nier le fait que le vent bouge, etc. C'est pour alerter sur le fait qu'il y a cet éléphant dans la pièce du volume solaire. On peut considérer que c'est un problème, on peut considérer que c'est une chance à saisir aussi. Et nous, on réfléchit à comment la saisir au mieux. Je vais répondre à vos questions. Cyril? Oui, bonjour. J'avais juste une petite question, on parle de plus en plus de congestion aussi sur le réseau. Ouais. Est-ce qu'il y a des offres d'équilibrage du coup qui seraient locales et qui ne joueraient pas au niveau global du réseau, mais vraiment à certains points particuliers? Alors là, j'en parle pas. Vous avez raison, ça va exister. C'est du deuxième ordre, hein, par rapport au volume dont on parle, parce que vous avez vu les courbes que je vous ai montrées, on cherche des gigawatts de flexibilité pour bien utiliser toutes les énergies disponibles. Sur les congestions réseau, ça va être du local, ponctuel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des offres, mais vous savez que RTE, dans son schéma stratégique sur le développement du réseau, il y a 4 ans, a développé ce qu'on appelle le dimensionnement optimal, c'est-à-dire qu'on ne dimensionne pas le réseau toujours au maximum de la production raccordée si elle ne produit au maximum que très peu de temps. Donc dans ces cas-là, on écrète et on rémunère. Donc, il peut y avoir des possibilités pour des stockeurs ou autres de se mettre là et d'être rémunérés à la place du producteur, mais c'est des mécanismes différents. On n'est plus sur le mécanisme d'énergie, là c'est purement RTE, mais ça restera des petits marchés par rapport à ce dont on parle là. Sous la forme du coup de contrats de gré à gré, j'imagine, pas des appels d'offres comme sur les autres mécanismes. Il n'y a pas d'appel existants. d'offres au sens où un appel d'offres, c'est pour réserver une capacité. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt dans les contrats de raccordement, dans les conditions de raccordement, qu'on se met d'accord sur le niveau de garantie qui est offert au producteur. Et puis, lui, il accepte un certain nombre de limitations. Et donc, si vous voulez, même s'il peut produire, j'en sais rien, moi, 16 mégawatts au maximum, peut-être qu'on le limitera à 15 ou à 14 en cherchant à limiter la partie écrêtée et en le compensant pour cet écrêtement par rapport à ce qu'il aurait produit, évidemment. Mais là, c'est une logique d'économie d'ensemble. Si on juge que ça coûte moins cher collectivement à la société de rémunérer le producteur, de le compenser pour ne pas produire, plutôt que de construire une ligne pour qu'elle serve que de très peu souvent, c'est ça l'arbitrage économique qui est fait en fait. Ok, merci. Mais ça ne passe pas par les marchés d'énergie du coup. C'est dans le contrat de raccordement, c'est dans le CART, dans les conventions de raccordement des producteurs. Christophe, vas-y, c'est à toi.
Oui, merci Karim. Merci Yannick pour ces explications. On entend très rarement le verbatim que Yannick nous a fait, à savoir l'ennemi c'est le fuel. Merci pour ça. Et je peux que suggérer à Yannick d'écrire une BD qu'on pourrait appeler Le monde sans fuel. Bon, c'est pour la blague. Ma question est, Pourquoi pas? Ça ferait jaser, mais pourquoi pas? mais je pense que c'est une bonne idée. Ça peut créer le buzz. Le monde sans fuel, ça peut créer le buzz. Ouais, il y a le monde sans gaz aussi qui est pas mal, mais voilà. Oui, c'est ça. Mais on peut commencer par le fuel. Je commence par le fuel parce que c'est plus émetteur de CO2, tout simplement. C'est pas des opinions personnelles. On essaie de documenter nos choix. Oui, tout à fait. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué de développer, de faire la promotion de Tempo avec l'apparition de plus grandes fréquences d'heures creuses et d'heures pleines en cours de journée? Et j'ai un bout de réponse à ça, mais j'espère vraiment me tromper. C'est que ça paraît tellement simple que dans nos sociétés très techno-centrées, on préfère des mots comme smart grid, batterie, hydrogène, etc. Alors, sur la deuxième partie de la réponse, j'appliquerai mon devoir de réserve, de jugement, mais il y a un peu de ça. Vous voyez bien que ma présentation n'est pas très tournée sur on va gérer le système électrique avec Internet 3.0 et du machine-to-machine généralisé. J'insiste sur le fait que si on veut des volumes, il faut le prévoir longtemps à l'avance. Moi, je suis un peu vieux jeu, je suis un peu un homme de l'industrie traditionnelle, mais si il y a 50 ans, on n'avait pas créé le chauffe-eau, le tarifeur creuse, etc., eh bien, on n'aurait pas ces consommations la nuit pour faire tourner les centrales nucléaires plus longtemps. Et ce n'est pas le hasard, il y a des gens qui l'ont pensé. Donc, et si on n'avait pas pensé à l'avance, ce n'est pas chaque soir à 23h58 qu'il faut dire « Ah tiens, il est minuit, la conso baisse, on va vous envoyer un signal pour démarrer ». Si c'est tous les jours à la même heure, ça ne sert à rien. Donc voilà. Sur Tempo, je suis un peu plus réservé que vous là, pour vous donner les éléments en ma possession. Tempo a été mis en extinction il y a longtemps, il y a 20 ans, pour des raisons de tarification de réseau et de choix de la CRE à l'époque. La CRE, c'est le régulateur du système d'électricité, c'est eux qui fixent le tarif de réseau, qui est une composante importante du tarif. Tempo, ensuite, EDF n'a pas eu le droit d'en faire la promotion parce que c'était un tarif régulé que seuls proposaient, pas les autres fournisseurs, et donc pour arriver la concurrence, il y a eu des demandes à EDF de ne pas en faire la promotion. Ce sujet-là a été levé en avril 2022 à notre demande par la ministre, parce que, comme on craignait justement pour l'hiver suivant, on a cherché à faire le tour de toutes les mesures favorables et ce type de tarif à effacement fait évidemment partie des mesures favorables. Donc depuis 2022, il y a plus de promotion de Tempo et beaucoup plus de clients qui ont pris cette option d'ailleurs. Pour autant, Tempo n'est pas la panacée. C'est le mécanisme, ce que je disais tout à l'heure, hein, le mécanisme de je préviens la veille et tout, c'est top. Franchement, c'est parfait. Par contre, le choix des heures pleines et des heures creuses, il est aussi mauvais dans Tempo qu'il est dans les heures pleines, heures creuses. C'est-à-dire, les heures creuses Tempo, c'est que la nuit. Donc, ce n'est pas adapté à ce que je vous ai décrit, qui est en train de se passer sous nos yeux pour les hivers à venir. Donc, voilà. Donc, ça répond à une partie du sujet Tempo, mais pas à tout. Ziad, vas-y. J'avance, oui. Oui, bonsoir. Attends, on prend une question, après Ouais, moi c'était une question sur les projets de RTE. Pendant mes études du coup d'ingé, on était allé visiter le centre de dispatching de Nancy et on nous avait parlé des projets de RTE, donc NASA et Ringo. Je ne sais pas si ça vous parle, Yannick et les autres personnes de la présentation, mais je voulais savoir où ça en était, c'est quoi la suite. Et en fait, ces deux projets-là, c'était bon, NASA, c'était un premier outil pour répondre à la problématique donc d'écrètement du surplus des ENR. Et Ringo, c'était une batterie, mais qui avait pour objectif juste de récupérer, si je me rappelle bien, l'énergie du réseau, mais sans en injecter. Et ça date de 2021, 2020, 2021. Je voulais savoir qu'est-ce que ça allait être la suite parce qu'on n'a pas trop su nous répondre. Voilà. Alors, donc NASA, c'est le projet interne RTE et ça joue aussi sur Enedis, hein, sur la zone distribution,
pour répondre à la problématique que citait l'interlocuteur tout à l'heure sur sur les écrêtements pour des raisons de congestion réseau. C'est-à-dire que si on voit qu'on a une ligne qui commence à saturer côté réseau de transport, on met en place les automates qui définissent, en fonction de la configuration en temps réel, quelle part il faut réduire pour réduire le minimum, mais quand même gérer que le fait que la ligne ne soit pas surchargée, puisque sinon on va être obligé de la mettre hors tension et de couper de la clientèle dans la zone. Donc ces automates-là, ça se développe. On en a installé une dizaine cette année, une dizaine l'an prochain. Donc là, ça continue, ça se développe, pour répondre à votre question. Ringo, c'était un projet plus expérimental dans lequel on jouait sur plusieurs batteries situées sur le réseau pour qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le solde soit nul. C'est-à-dire chaque batterie absorbe ou rend de l'énergie, de l'électricité, mais le solde est nul. Donc ça ne joue pas sur les marchés, mais c'était, au lieu d'utiliser les batteries pour faire du décalage temporel, en fait, d'électricité, on utilisait la batterie pour faire un décalage géographique. Et donc là aussi soulager les lignes. Ce projet-là, non, ce ne sera pas rentable, ça a été plus compliqué que prévu et ce ne sera pas pérennisé, il n'y aura pas de suite à Ringo. En fait, on va même revendre les batteries Ringo si ça intéresse des gens bientôt, puisque c'était expérimental, mais on les a installés, c'est un projet qui date de 2018, donc c'était le début des batteries, ça a permis de tester, de voir un peu la techno, mais on va prochainement revendre les batteries. Ok, vas-y, on avance. Merci. Alors, juste pour dire que ce que j'ai déjà dit, c'est que les besoins de flexibilité vus d'RTE, le maximum, c'est bien le régulier et le dynamique. Donc des choses dans les marchés, l'équilibrage, tout ce qui est service système, il en faut un peu, c'est là-dessus que les batteries se mettent au début, mais c'est une niche et elle ne va pas augmenter. Ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'éolien et de solaire qu'on a beaucoup plus d'incertitude une demi-heure avant. À la maille d'un parc, oui, il peut y avoir un nuage qui passe, etc. À la maille de la France, c'est que la courbe solaire, elle est assez stable et la courbe de vent aussi au sein d'une heure donnée, quoi. Alors, face à ça, voilà, mais je l'ai déjà dit, le sujet maintenant, face à ça, c'est bien de voir ce qu'on peut faire. Donc, en général, la réponse des gens, c'est qu'on va mettre des batteries. Et encore une fois, ça marche. La Californie gère sa pointe du soir avec 10 gigawatts de batteries. Et ça leur a permis de virer le gaz de cette pointe du soir. C'est un problème qui devient mondial, c'est ce que tu disais, Karim, mais cette courbe-là, peu ou prou, on l'a mondialement. Nous, la différence, c'est qu'on sait gérer la nuit avec le nucléaire, mais mondialement, il y a ce sujet de passer les deux pointes du soir et de gérer la nuit. Donc voilà. J'insiste sur le fait que la France a été vraiment motrice et pionnière dans ce sujet de la flexibilité, avec les heures pleines heures creuses dès les années 50-60, avec Tempo EJP, enfin EJP puis Tempo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il me semble, moi, que plus on électrifie d'usage, moins c'est des usages directs d'électricité. Je vais m'expliquer. L'usage direct d'électricité, c'est quand j'appuie sur l'interrupteur, j'ai envie que ça s'allume tout de suite. Je ne sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Quand j'allume mon four, j'aime bien que ça se mette à chauffer. Si c'était déjà chaud, ça pourrait m'arranger. Par contre, les nouveaux usages, c'est quoi? C'est des usages sur batterie, véhicule électrique, mais même appareil. Même mon PC, je peux le charger, décaler d'une heure, c'est quand même pas très compliqué. Et puis, c'est essentiellement de la chaleur. Et Karim, qui est fan des diagrammes de Sankey, etc., la très grande partie de l'énergie finale, finalement, je crois que 80% de notre énergie finale, tout confondu, c'est fait pour faire du chaud ou du froid. Et quand on fait de la chaleur ou du froid, il y a quand même une inertie. Donc nous, on a appris à stocker dans des ballons d'eau chaude anciens l'eau pendant 24 heures. Personne ne sait quand vous avez un cumulus à quelle heure il a chauffé, tout le monde s'en fout, quoi. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez de l'eau chaude quand vous voulez vous doucher. Donc moi, je parle de décalage de consommation qui sont des décalages du quotidien, mais sans effort. On n'est pas sur l'effacement de « c'est l'hiver, RTE a du mal, on va les aider ». C'est pas ça le sujet, moi. RTE, on sait gérer un parc avec plein de moyens carbonés et cher à 19 heures. Autant qu'avec plein de batteries, il n'y a pas de souci, on va savoir le faire, c'est pas grave. Ça nous paraît moins efficace que d'utiliser directement l'énergie décarbonée quand elle est disponible. Collectivement, et en plus, ça va être plus cher pour les clients. Pour nous, limite, c'est pas grave, ça nous fait faire plus de réseaux, on est mieux rémunéré, on prêche presque contre notre paroisse, mais on est un service public, donc on a gardé cet état d'esprit d'essayer de guider
la puissance publique et les acteurs vers ce qui collectivement nous fait l'électricité la moins chère. Je pense que ce n'est pas inutile pour le pouvoir d'achat, pour la compétitivité, pour plein de choses. Donc le sujet, c'est ça, c'est dans les usages d'électricité, il y a de moins en moins d'usages directs. Il y a les moteurs, la cuisson et l'éclairage, comme j'y réfléchis. Mais ce n'est pas la majorité de la consommation d'élec. La majorité, c'est de la ventilation dans le tertiaire. Et la ventilation de l'air, vous pouvez renouveler, mais vous pouvez décaler des choses un peu. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on apprenne à jouer. J'en suis persuadé, ça va nous prendre quelques années, mais voilà. Alors, je ne l'ai pas mis là, je suis désolé, ce n'est pas dans cette présentation, mais j'ai je vais vous faire autre chose d'abord. Dans le dynamique, pour bien dire ça, voilà, on a l'habitude de l'effacement assurantiel, là, le même tempo, ça fait partie de ça, c'est assurantiel, c'est quelques jours dans l'année, on va avoir un problème, donc vous faites. Moi, je ne vous parle pas de ça, voilà, je vous parle de flexibilité, mais tous les jours, c'est 365 jours par an, parce qu'on peut décaler le midi, et puis on peut faire du dynamique, suivant qu'il y a du vent ou qu'il n'y en a pas, les heures favorables, elles bougent un petit peu, et donc on peut optimiser. Alors là, on revient plus sur du smart et de la techno, mais il y a des gens qui optimisent comme ça dynamiquement les charges de véhicules, typiquement. Il y a de plus en plus de gens qui vont le faire il y a un acteur qui le fait sur les ballons d'eau chaude. Il va chez les particuliers, il met un truc, il optimise le placement du ballon d'eau chaude au sein des heures creuses, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de 8 heures de chauffe. Il y a des gens qui le font maintenant sur les pompes à chaleur. Donc voilà, il y a plein de nouveaux acteurs, fournisseurs, agrégateurs qui se mettent là-dedans. Mais c'est ça notre sujet, c'est la flex du quotidien. Puis on peut aussi optimiser entre le week-end et la semaine. Mais il y a très peu de tarifs pour ça. Mais évidemment, le week-end, normalement, c'est moins cher. Et donc, le bon moment pour charger sa voiture, si dans la semaine, on fait juste du trajet domicile-travail, c'est le week-end. Ça suffit, une charge pour tenir la semaine, pour cet usage-là, ça suffit. Et là, tu es en train de perdre ta voix, Yannick. Si tu veux aller boire de l'eau, va prendre un verre d'eau. Non, j'ai un petit verre d'eau, mais j'ai été malade, ça reste comme ça. Ah. Donc après, je peux vous expliquer les freins, mais plus que ça, je vais vous montrer des prix, c'est peut-être plus rigolo. Et puis, je vais vous laisser. Alors voilà, le cœur du sujet, en fait, c'est de comprendre que ce que je vous ai dit sur la courbe de charge résiduelle, à la courbe rouge, sur laquelle on a passé du temps, si vous regardez les prix spot, ce qui est à droite, là, ils ont cette forme-là, les prix spot aujourd'hui. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais c'est quasiment vrai tous les jours. On a ces 2 pointes courtes. En Allemagne, il y a 15 jours, ils ont tapé 600 € le mégawattheure à 19 heures. Donc, et ils étaient à 50 3 heures plus tôt. Donc, il y a des écarts de prix totalement significatifs, très importants, d'un moment sur l'autre. Et moi, j'ai mis ces 2 bandes bistres, là, c'est pour les philatélistes. De 7h à 10h et de 18h à 20h, c'est à peu près les heures. De toute façon, il y aura le pic de prix. Alors, je ne sais pas vous dire quel sera le prix demain, mais je sais vous dire que les prix les plus chers, ils seront forcément dans ces 2 périodes-là. Et que c'est forcément beaucoup moins cher si vous consommez entre 10h et 18h ou après 22-23h. Et tout le sujet, alors là, à gauche, je vous ai mis une courbe, j'ai lancé un concours sur du bâtiment tertiaire pour tester, alors c'était des alertes éco-watts, donc c'est un peu extrême, mais sur une journée, c'est une vraie courbe d'un bâtiment avec des salariés. Il y a 2000 salariés là, dans le bâtiment qui bossent pendant ce temps-là. Ils sont passés de la courbe bleue de consommation à la courbe verte. L'objectif qu'on leur avait donné, c'est de baisser pendant les 2 périodes ocre. Ils l'ont bien fait, et je trouve ça super intéressant de voir comment ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé le chauffage. Au lieu de chauffer au dernier moment, ils ont préchauffé, ils ont joué sur l'inertie pour moins consommer quand c'était cher, ou en tout cas quand on leur a demandé de baisser. Après, ils ont fait un peu moins de chauffage et ils ont fait alterner un peu les centrales de traitement d'air, donc ils ont joué sur la ventilation. Ils avaient bien ventilé avant, mais du coup, ils ont réduit pendant quelques heures. Et puis le soir, ils sont passés en réduit de nuit plus tôt, parce que de toute façon, même si le dernier salarié s'en va à 20h, on peut baisser le chauffage à 19h, il n'aura pas froid instantanément. Et tout le sujet, c'est d'arriver à coupler, ça vaut pour les résidentiels comme pour les gestionnaires de bâtiments tertiaires, une notion de prix avec des périodes chères, pas chères, et puis une capacité de modulation qui est avérée, puisque ce jour-là, ils ont fait 50% d'économie sur les heures de pointe. Alors, on ne fera pas 50% tous les jours, mais si on fait 10-20%, c'est énorme. En impact sur la facture, en impact CO2 et en impact pour le système électrique.
C'est des questions. On t'entend pas, Karim, tu es en mute. Ouais, je dis Cyprien, tu étais avant, mais attends, comment on t'avait déjà entendu? Isabelle, vas-y. En fait, c'est une question pour vous, Karim. Je me demandais par rapport à ce sujet-là, si vous alliez organiser à un moment donné une conférence débat autour de ce sujet du marché, parce que j'avoue que j'y comprends pas grand-chose sur le marché, et je pense que je suis pas la seule. Il y a un marché à terme, il y a un marché spot, il y a un marché de voilà. Et est-ce que ça c'est un sujet? Alors je pense pas que vous allez pouvoir répondre en 30 secondes parce que c'est sûrement complexe. Et est-ce que vous avez peut-être déjà organisé ou vous allez peut-être le faire dans ces conférences? Ouais, bah, c'est un bon point. Alors, Avenir énergétique, on a déjà fait un webinaire sur le marché. D'accord? Et, donc, alors, quand vous êtes comme moi ignorant, eh ben, c'était bien, mais je trouve qu'il faut aller plus dans le détail parce que quand on ne se représente pas vraiment le marché, du coup, ce qu'on aimerait comprendre, c'est ouais, mais là, les gars, là, ils font quoi là de leur journée? Comment ça se fait ces équilibres? Qu'est-ce qui bouge là? C'est comme derrière Yannick dans ta salle de marché, c'est ce que je te disais là. C'est quoi là ton gars là? Il pousse quel bouton? Donc si ton gars il dort, il se passe quoi là? Tu vois, donc, sur le marché, voilà, moi j'aime bien me représenter concrètement les choses. Et donc, on a fait une vidéo qui est très bien. Et donc, je vous invite à la regarder, hein, elle est sur notre site, là, Avenir énergétique. Et puis, est-ce qu'il faut aller plus loin, un truc spécifiquement sur le marché? Je sais pas. Nous, pour l'instant, pour être honnête, on voyage à travers les net zéro déjà. Donc, c'est-à-dire que là, D'accord. la prochaine, je pense, on va soit Négawatt, soit ADEME, on va voir. Vous voyez, on va parler des scénarios net zéro, entrer dans les détails, etc. Et après, vous savez, quand ça devient trop spécifique, là, comme le marché, je pense qu'on n'y est pas encore dans notre chemin, là, dans notre aventure. Là, pour l'instant, on Ok. décrypte les grandes masses, En tout cas, etc. si vous avez des liens, parce que en fait, quand on est ingénieur ou technicien, pour moi, un système électrique, c'est des alternateurs, des Ouais, transformateurs, ouais, c'est des ouais, lignes. c'est clair. Hein. Mais Ouais, les ouais, non, je mécanismes de sais. marché, Yes, yes, c'est yes. complètement abscon en fait. OK. Euh, Bon, ouais, merci. ouais, bah, après, il y a des gens à suivre aussi sur les réseaux sociaux qui, eux, sont spécialisés sur les marchés. Et donc là, du coup, vous allez apprendre. Et puis, moi, ce que je recommande dans les vidéos précédentes, où on traite de comment acquérir de l'information, d'accord? Moi, ma recommandation, un truc qui marche bien, c'est l'humain. C'est-à-dire que aller sur les profils, là, donc regardez s'il y a un mec là, qui vous intéresse, là, qui parle des marchés, et ben contactez-les. Vas-y, ton truc, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux m'aider, etc. Est-ce que tu n'as pas un peu de la doc? Donc ça marche bien, hein. Moi je fais ça, hein. C'est une de mes grandes façons de m'informer, moi, hein. Yes, merci. Cyprien? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Parfait, merci pour la présentation, ça repose les bases, c'est intéressant. J'ai une petite question. C'est vrai que vous parlez beaucoup de marché de l'énergie, des prix des marchés de l'énergie, spot, intrajournalier, etc. Qui pour moi est plus associé de la flexibilité implicite. On n'a pas utilisé ces termes de flexibilité explicite et implicite. Est-ce que vous pressentez le développement de l'un par rapport à l'autre ou pour vous c'est un développement global qui est intéressant? Sachant que pour moi, certaines flexibilités plus implicites sont plus appropriées à du résidentiel, alors que dans le tertiaire, qui va sûrement être les cibles à venir pour le développement de la flexibilité, plus de la flexibilité directe. Et en lien avec ça, bon, ça rejoint la question d'avant, mais sur les mécanismes de valorisation de ces flexibilités directes, qui est souvent un peu le nerf de la guerre, il y a eu des retours d'expérience comme quoi c'était assez, les valorisations n'étaient pas assez élevées pour entrer dans des démarches de flexibilité, de développement de flexibilité. Est-ce que vous savez si ces dynamiques-là, elles sont vouées à changer ou pour l'instant pas trop? Oui, c'est le cœur du sujet de ce qu'il faut lever pour faire de la flex. Il y a deux choses. Il faut d'abord que chacun comprenne le sens des programmations à faire, hein. Et puis l'autre, c'est il faut des offres, hein, et il faut des offres. Alors, explicite, implicite, tout le monde ne va peut-être pas suivre, je vais être obligé de le faire vite parce que je crois qu'on arrive au bout, mais euh, l'implicite, c'est typiquement tempo, ou les heures pleines, heures creuses.
C'est-à-dire qu'il y a dans l'offre de votre fournisseur, vous avez des incitations directes à décaler de la conso parce que vous y gagnez. Et donc, c'est tout simple. Le fournisseur, il vous fait l'offre. Le distributeur, il mesure votre compteur en fonction des plages définies par le fournisseur. Et puis, vous avez juste à répondre au signal de prix. Et voilà, c'est tout simple. Moi, j'aimerais que ça se développe beaucoup parce que je crois que c'est très simple, que c'est très efficace. En tout cas, tout ce qui est flexibilité régulier, c'est ça, c'est le fournisseur. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut l'implicite, c'est de leur planeur creuse plus. On peut avoir des variations, plus de plages, des week-ends, tout ça. Mais là. Dans le dynamique, là, la veille pour le lendemain, on peut avoir les deux modalités. Soit le fournisseur type tempo, vous avez directement l'offre qui prévoit qu'il y a un signal, etc. Soit vous avez une offre de base et se rajoute à ça, par un agrégateur ou par le même, une offre de décalage, mais qui est une offre que de décalage. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut mesurer le décalage, etc. Donc, c'est adapté à des baisses ponctuelles d'effacement. C'est moins adapté à ce dont on parle. Là, on est en train de chercher à définir comment valoriser du décalage sur NEBEF, si vous êtes spécialiste sur le marché de l'effacement et de la flexibilité pour passer effectivement de l'effacement à la modulation. C'est ça notre sujet. C'est passer de l'effacement à la modulation tous les jours. Donc, on est en train de voir avec les acteurs comment on peut faire ça. Personnellement, je suis un peu sceptique sur le coût de transaction un petit peu élevé de ce genre de truc par rapport à une offre directe du fournisseur. Mais j'ai peut-être pas le temps de le développer là. Le problème, c'est que les fournisseurs, ils ne sont pas incités à faire ces offres parce que, et ça rejoint votre question sur les prix de gros, je zappe un peu dans mes slides, mais ce que vous avez sur ce slide-là, c'est en bleu la moyenne du prix spot sur 2023, toute l'année. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des écarts significatifs de prix. Et sur du 30% facilement, 30-40% suivant les plages horaires, en moyenne sur tous les jours. Mais au marché à terme, pour ceux qui connaissent, on peut acheter que du bas, c'est-à-dire le pointillé noir là, toute la journée, qui est à 104 en moyenne, ou le prix pointe de 8h à 20h, qui est à 109. Et donc, il y a très peu d'écart de prix parce que dans ce 8h-20h, c'était la pointe historiquement, on a bien vu la courbe bleue qui avait un grand plateau. Mais maintenant, avec ce creux en milieu de journée, 8h-20h, c'est un bout de pointe du matin, un bout de creux d'après-midi et puis un bout de pointe du soir, donc c'est totalement moyenné. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que dans les marchés à terme, on puisse acheter à l'avance, que le fournisseur puisse dire, oui, je vais faire une offre qui favorise la conso l'après-midi, mais du coup, qu'il puisse acheter beaucoup d'électricité l'après-midi en sachant qu'elle sera moins chère. Là, si on regarde la moyenne sur 2023, c'était 98 entre 11h et 17h, le prix. Au lieu de 133, de 18 à 20, ça fait quand même 35% d'écart, quoi. Donc, et ça, c'est en moyenne annuelle. Donc après, ça rajoute le dynamique, si on arrive à le prendre. Il y a des jours où c'est pas 35%, c'est 50%, c'est le double, c'est le triple. Donc, il y a moyen de moduler une consommation avec un vrai signal de prix. 30%, c'est quand même beaucoup, il me semble. En tout cas, ça mérite de commencer à se baisser pour le ramasser. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, mais on essaie de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème à faire en sorte que, notamment les prix des marchés d'électricité à terme, c'est-à-dire ceux qu'on peut acheter 1 an, 2 ans, 3 ans en avance, changent dans la forme pour qu'on puisse acheter l'électricité pas chère l'après-midi et qui sera par nature plus chère le matin et le soir. Pour développer de l'implicite, pour que les fournisseurs aient un intérêt à faire ce type d'offre. T'as un dernier slide à nous montrer Non, je pense que c'est bon. C'est bon? Alors, je prends Je encore. pense que là, j'ai perdu tout le monde, donc je pense que c'est bon. Non, on avait une cinquantaine de personnes et il y a toujours une cinquantaine de personnes, donc je pense que tu nous as tenus en haleine. Je prends encore une question, Olivier. Ouais, merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui était vraiment intéressante. Ma question, elle porte sur les prix négatifs sur le spot. Donc, vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure en disant que ça venait notamment de la surproduction des renouvelables quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'éolien, de l'effet de cannibalisation, que ça peut être pallié par la flexibilité. Mais pourtant, vous avez dit que d'un côté, dans les années qui viennent, on s'attend à avoir un fort développement du solaire encore. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un développement de la flexibilité dans les années qui viennent qui arrive à suivre ce rythme de développement du solaire
pour pallier à ce creux de prix qui peut être même négatif aujourd'hui. Oui, je suis désolé, j'avais pas le bon slide là, mais j'en ai fait un depuis récemment et je l'ai pas mis, mais les volumes sont à l'échelle, c'est-à-dire que quand on a des prix négatifs, le plus souvent on coupe 6 à 8 gigawatts à peu près de renouvelables pendant quelques heures l'après-midi. Et moi, ça m'a désolé tout le printemps et tout l'été. Là, à chaque fois qu'on coupait 6 à 8 gigawatts l'après-midi, on démarrait 10 gigawatts de chauffe-eau à 10h ou 11h le soir. Donc, il suffirait de décaler ces chauffe-eau l'après-midi pour qu'on n'ait plus de prix négatif en France. À court terme. Après, ça peut revenir avec le développement du PV, mais voilà, ça c'est une brique de base. Il y a déjà 10 gigawatts enclenchés totalement sur Signaler-Planner Creuse. Donc, du coup, à notre demande, mais la CRE a demandé à Enedis de travailler là-dessus. Et dans le prochain tarif de réseau, ils vont chercher à mettre plus d'heures creuses l'après-midi. Alors, pas assez à mon goût, mais enfin, c'est déjà un premier pas. Et ils vont aussi faire un tarif de réseau qui est une part du tarif que le client paye, hein, donc ça va se voir sur les factures, qui aura une forme différente l'été que l'hiver. Alors l'été, en fait, c'est 7 mois, hein, c'est de avril à octobre. Il y aura plus d'heures creuses l'après-midi d'avril à octobre que pendant l'hiver, parce qu'au moins pendant quelques années, de toute façon, l'hiver, c'est vrai qu'il y a quand même moins de soleil, etc. Mais donc, on va démarrer comme ça. Et donc ça devrait arriver à déplacer, on espère déplacer 6 à 7 gigawatts l'après-midi. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est les véhicules électriques. La charge des véhicules électriques, si on la fait à 19h en rentrant à la maison ou à 8 ou 9h en arrivant au bureau le matin, il n'y a pas pire. Donc, il faut absolument qu'on ait des systèmes automatiques pour la décaler, il n'y a aucun préjudice. Moi, quand j'arrive au bureau, je mets ma voiture en charge. Si elle charge l'après-midi, ça me fait le même effet quand je repars le soir que si elle avait chargé le matin. Voilà. Et pareil, si c'est chez moi que je la charge, si elle charge au milieu de la nuit, plutôt que de charger à 20h ou 22h, c'est mieux. Et le service est le même. Donc ça va être des gigawatts, comme les véhicules électriques. D'ici 2030, on chiffre à peu près 4 à 5 gigawatts de modulation qui est facilement accessible, sans aucun préjudice pour le consommateur, rien que sur les véhicules électriques. Là, j'ai fait que 2 usages. J'ai fait au chaud de véhicule. Après, il y a tout le sujet de la programmation des chauffages en hiver, un peu de la clim l'été. À partir du moment où c'est des périodes très courtes de 2 heures, vous avez de l'inertie dans les bâtiments. Alors, ça dépend ce que vous avez comme pompe à chaleur. Les RO, en tout cas, c'est facile. L'eau chaude, elle ne va pas refroidir instantanément. RR, c'est plus long. Donc, les gigawatts qui sont là, je n'ai pas parlé des bâtiments tertiaires. Bâtiments tertiaires, je vous ai montré au début une courbe où il y a 35 gigawatts le matin. Si j'arrive à en bouger 10%, j'ai gagné 3 gigawatts. Donc, je ne dis pas qu'on va tout résoudre avec ça. Je dis simplement qu'il y a des gigawatts facilement trouvables qui sont de l'économie pour les consommateurs, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient particuliers, qui sont une bonne utilisation de ressources et qui sont un bon moyen d'utiliser au mieux les énergies décarbonées que l'on a aujourd'hui. Après, s'il faut, on rajoutera, les acteurs rajouteront du stockage et différentes choses. Mais faisons ça d'abord, parce que sinon, c'est quand même du gâchis. Bon, voilà, écoutez, finalement, beaucoup nous disaient que 2h30, c'était très long, mais je crois qu'on pourrait continuer, on pourrait continuer longtemps. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que le format aussi vous a plu. Ce qui serait super, ce serait pour nous aider, si vous voulez, à développer ces ateliers. Si vous pouvez mettre des likes sur les YouTube. Alors, vous voyez, comme moi, je suis super là-dessus. J'ai oublié d'enregistrer la première demi-heure. Donc, déjà, ça commence mal. Mais avant, j'avais. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si quelqu'un l'a enregistré ou si moi, mon truc enregistre. Aucune idée. Bref. Mais pour nous aider, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires aussi. C'est bien. Ça montre, ça fait vivre un peu sous les vidéos YouTube. Hein, puisque ces ateliers ils sont mis en replay. Voilà, ça aide parce que ça positionne un peu les trucs, ça montre qu'il y a de l'activité, ça fait que les gens ils vont être intéressés. Et puis aussi pour les gens qui présentent, les experts, ça plaît quoi d'avoir du public. Et donc Yannick, c'était top, franchement, c'était génial. Franchement, c'est top. C'était du lourd. C'était du lourd. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir joué le jeu, hein, d'avoir répondu à toutes les questions de façon ouverte.
malgré ton devoir de réserve. Et, Un petit peu, mais les voilà, plus donc malins c'est auront bien. compris. Voilà, c'est bien. Et donc, c'était vraiment passionnant. Voilà, j'espère que voilà, ça vous sensibilise. Voilà, comment les gens s'informent, comment les gens y raisonnent. Vous voyez, bon, on peut être à la fois dans le technique, dans la sobriété. On n'est pas obligé de tout opposer. On peut appuyer sur tous les leviers. Et il y a des acteurs de la transition et il y a des acteurs au sein des opérateurs électriques, donc des acteurs clés, hein. Il y a des gens qui ont des postes importants, qui raisonnent comme ça. Et donc, bah, voilà, il y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et il y a aussi des personnes qui veulent faire changer les choses. Et donc, bah, vraiment, merci Yannick, hein, d'avoir partagé ça. Et puis merci à vous tous aussi, hein. Franchement, c'était super d'avoir joué le jeu. Les questions étaient hyper intéressantes. Et donc, voilà, on va continuer, on va faire d'autres ateliers et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci à Yannick, tous. ciao Ouais. et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. Merci soirée. beaucoup, c'était Allez, super. bye bye. Merci beaucoup, au revoir.